Ouais, bonjour. Tous les lycéens que je vois, avec qui on se voit depuis 2 jours ici. Bienvenue à tous les visiteurs qui sont arrivés aujourd'hui pour voir l'expo, les différentes expositions que nous avons présentées ces 2 jours. Ces 2 jours, je vous rappelle, c'est les Olympiades de physique de France, la finale nationale et internationale, puisqu'on a eu 2 équipes belges. Et c'est un événement organisé à la fois par la Société française de physique et par l'Union des professeurs de physique et de chimie. Donc, on arrive au bout de 2 jours et un concours qui a tenu en haleine 25 équipes à la finale. Et cette finale est la rencontre avec la marraine de la promotion de cette année, Hélène Fischer, qu'on a le plaisir d'accueillir et que je vous propose d'applaudir. Alors, je vous présente un peu mieux votre marraine, sur laquelle vous avez lu quelques mots. Alors, Hélène Fischer est une chercheure à l'Université de Lorraine, à Nancy, qui travaille dans le domaine du magnétisme, des matériaux magnétiques, et qui, en plus de ça, d'être enseignant-chercheur à l'université, est une excellente communicatrice. Elle a toujours travaillé à la fois dans la recherche, dans l'enseignement et dans la communication des sciences. Et en particulier, elle a été primée par la Société française de physique, puisqu'elle a préparé une exposition sur le magnétisme qui a été même amenée jusqu'au Palais de la Découverte. Palais de la Découverte où, je vous rappelle, c'était là qu'il y avait, au début des Olympiades de physique, toujours avait lieu la finale. Alors cette finale, elle a quitté à un moment donné les Palais de la Découverte pour sortir de Paris, où est allé en premier chez Hélène, à Nancy, où elle a organisé un superbe événement. Donc on essaye de s'inspirer, parce que c'était un vrai succès, on n'arrive pas aussi bien, mais on va arriver. Donc Hélène Fischer, elle avait présenté son expo pendant 10 mois, 6 mois au Palais de la Découverte. Ah oui, plus d'un an. Et Palais de la Découverte, donc vous avez une petite partie à Lyon, puisque vous savez qu'à Lyon, il y a le musée Ampère, qui était créé avant les Palais de la Découverte. C'est le premier musée des sciences interactives de France. Et les Palais de la Découverte nous ont offert une partie de ces maquettes. On a 8 maquettes interactives qui sont aussi dans les musées Ampère. Alors pour les nombreux professeurs qui sont là, de Lyon et d'ailleurs, vous verrez par ici. Hop. Alors là, je vais laisser quelques plaquettes pour vous montrer comment vous pouvez amener vos groupes d'élèves, des lycéens, au petit palais de la Découverte de Lyon. Alors, j'arrête les présentations et je vais donner la parole donc, à Hélène Fischer, qui va nous parler de la théorie exemplaire à la naissance de l'esprit de religion. Merci. Non. Ok, bon, alors, bonjour à tous, et déjà félicitations tous pour les super exposés humanistes que j'ai vus. Alors, je n'ai pas vu faire le tour de tous les exposés parce qu'au public, ça ne durait pas suffisamment de temps. Mais ce que j'ai vu, c'était assez incroyable, c'était passionnant, c'était une vraie démarche de recherche, une vraie démarche scientifique, et c'est ça que j'admire et que en fait, c'est l'essentiel de la place. C'est favoriser la démarche scientifique, et je vois que vous avez bien compris le message et que vous avez
donner des exemples de démarches scientifiques au lieu de manipuler. Je vous en félicite. Alors moi, je vais essayer d'arriver à votre hauteur, mais ça ne va pas être facile. Alors pour commencer, comme je me suis dit que les Olympiades, c'est un concours expérimental, je me suis dit qu'il fallait que moi aussi, je ne débute pas et que j'essaye de faire des manifs. J'ai donc amené quelques manifs pour illustrer le propos que je vais tenir. Voilà. Alors, j'ai dit que j'avais pas de magnétisme parce que c'est tout ce que je sais faire. Et alors, en même temps, on est à Lyon ici. Et Lyon, c'est la terre d'Ampère. Donc, je me suis... Et Ampère, c'est un grand bonhomme de la physique. Et Ampère, il a travaillé, ça vous savez bien, sur le courant, puisqu'il a donné son nom à l'unité, mais il a aussi apporté les prémices d'une explication du magnétisme, des phénomènes magnétiques. Donc, je trouve que, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'essayer de tracer une ligne conductrice au sujet du magnétisme, des travaux d'Ampère jusqu'à des activités plus récentes que l'on met dans mon avant. Voilà. Alors, le magnétisme. Alors, le magnétisme, on n'a pas attendu Ampère pour en parler. Le magnétisme, c'est une question qui se pose et qui s'observe depuis fort longtemps. Les premiers textes qui rendent compte du magnétisme datent de l'Antiquité, en fait. C'est une histoire, il y a plusieurs récits, l'Antiquité grecque, en fait. Il y a plusieurs récits qui sont sortis. D'une part, on dit que le magnétisme, le mot même, sur l'origine du terme, en fait, on parle certains disent que la pierre, alors on appelle ça la pierre d'aimant, la magnétique, donc, pierre à base d'oxyde de fer. Ces effets sont rapportés dans des textes anciens qui disent qu'elle s'appelle ainsi parce qu'elle a été découverte près de la colline de Thessalie, de Thessalie de Magnésie, en Grèce ancienne. D'autres récits racontent que c'est parce qu'un berger grec sur la colline de Lida en Crète, et qui s'appelait Magnès comme par hasard, avait une boucle à sa sandale ou un espèce de morceau de métal au bout de son bâton, et qu'il avait remarqué que l'un ou l'autre attirait la pierre, et que donc que la pierre était attirée. Voilà. Et donc ça, c'est le début des premières observations. Alors après ça, et ce qui ont donné l'origine au mot, l'étymologie du mot. Alors après ça, on a d'autres textes, Théophile, Platon. Alors ils essaient tous d'observer cet effet d'attraction. En fait, tout de suite, c'est interpellé parce que c'est une force à distance. Quoi. On ne comprenait pas entre cette pierre particulière, donc de certaines régions de Grèce, et certains métaux où il y avait une sorte d'attirance. Après, c'est surtout en Chine que l'on entend parler des effets de cette pierre, de la magnétite. Ah, alors là, on voit très très mal mon image, c'est dommage. Avec les premières utilisations tout de suite qui sont pensées. C'est-à-dire que là, sur cette image qu'on ne voit pas, c'est dommage, parce qu'en fait, les premières utilisations en Chine consistaient à tailler en fait dans de la magnétite une cuillère qui était parfaitement bombée et qui, en se posant sur la partie bombée de la table, à supposer que celle-ci soit bien lisse, orientait son manche dans la direction de la grandeur. On appelle ça la cuillère du monde. Et c'est les premières applications du magnétisme sont nées. Alors ensuite, en Chine, évidemment, il y a eu d'autres boussoles, c'est là que la boussole est née, avec des boussoles très ingénieuses, comme celle qui est très belle, comme celle que j'ai reportée à l'image. Là, on a été jusqu'à, au fil des siècles, on a dépassé la pierre d'aimant et on a utilisé des aiguilles métalliques, qui étaient de faire autant du fer, et qui étaient métallisées, et qui étaient posées, alors là, sur un joli poisson en bois, dans une ou là, au sommet d'un pic, dans la tortue, et c'est ça qui permettait d'indiquer le nom. Voilà. Bon, on va partir du XIe siècle, la boussole, elle sert d'aide à la navigation, et puis c'est ensuite qu'elle arrive en Europe seulement. L'Europe découvre la boussole seulement vers 1150 grâce aux marchands arabes de retour de Chine, et qui la font connaître, et c'est le début il en est question, ah oui, on voit très mal le tableau en fait, parce que là c'est le début des grands récits des explorateurs, et en particulier, là ça me fait penser au livre des merveilles du monde de Marco Polo, et on voit que sur le bateau, là on voit pas, on retrouve une boussole qui servait aux marins
dans leur conquête des nouveaux mondes. Ensuite, je vais balayer les siècles assez vite, quoi, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on a un texte marquant au Moyen-Âge, Pierre de Marie, qu'est-ce qu'il fait? Il observe que finalement, un aimant ou une pierre d'aimant a deux parties qui ne sont pas identiques, il va appeler ça des pôles, que deux identiques se repoussent, deux différents s'attirent, et il va expliquer qu'un tout seul, ça n'existe pas. Enfin, il observe qu'un tout seul, ça n'existe pas. Mais vous voyez, c'est très superficiel, c'est très. Enfin, vraiment, on ne va pas très très loin. Après, on a un autre texte, 1600, de William Gilbert, qu'on appelle le Galilée du magnétisme. Alors lui, il répète un peu ce qu'a dit son prédécesseur, et puis il dit que si la boussole, si cette aiguille inventée indique le nord, c'est que la Terre doit avoir une propriété magnétique. Et donc là, il diffère de l'étoile du Nord. Avant, on disait que la boussole indiquait la grande lune. Hein. Et là, il parle d'un magnétisme terrestre. C'est la première fois que ça se produit. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, on ne sait pas grand-chose encore. 1600, on ne sait pas grand-chose. Et qu'en parallèle de cette absence de connaissances, mais d'observations interpellantes, eh bien, s'est développée une histoire occulte. En fait, c'est toujours ça. Quand il y a un truc avec des phénomènes étranges qu'on n'arrive pas à comprendre, eh bien, c'est un lieu d'imaginaire. Et donc, le magnétisme a été un lieu d'imaginaire au fil des siècles, avec des histoires incroyables qui se sont perpétuées. C'est un objet de fascination, d'invraisemblable croyance, de magie, de mystère. Alors là, je pourrais vous en raconter plein des histoires. Hein. Mais depuis l'Antiquité. Hein. Alors, par exemple, là, Thalès, le théorème de Thalès, vous êtes tous passés par le troisième. Alors, Thalès, il disait que quand un truc est moteur, ça veut dire qu'il a une âme. Donc, comme la pierre d'aimant est capable d'attirer à lui un morceau de métal qui contient du fer, donc il est moteur, donc il a une âme. Et donc, un aimant a une âme. Vous voyez, comme je me parle. Théorie, qu'est-ce qu'il disait? Alors, lui, il disait qu'un aimant placé sous le lit d'un couple faisait tomber à terre l'amant infidèle. Alors, le texte original faisait ça. Il disait que faisait tomber à terre la femme infidèle. Moi, je ne vois pas pourquoi il fait plus tomber à terre la femme infidèle que l'homme infidèle. Donc, je dis que c'est l'amant infidèle. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, au XIIIe siècle, par exemple, on a Paracelse. Alors, Paracelse, c'est l'inventeur de l'effet placebo. Lui, il disait qu'il suffit de convaincre l'âme pour que l'effet se produise. Et donc, toujours, c'était que l'aimant, il attire, donc il est aussi capable d'attirer les maladies. Donc, il est capable de sortir les maladies du corps. Et comme ça, il suffisait de persuader les gens. Et là, c'était l'effet placebo qui était en gros. Et sortir les maladies du corps. Après, on a le fameux mesmérisme, le paquet de Mesmer. Alors, Mesmer, il fait quoi? Alors, Mesmer, c'est bien le soleil. Donc, dans des états de trance, dans tout un scénario, il attirait des personnes auprès de Bach, là, c'est le paquet de Mesmer. À l'intérieur, il mettait du verre pilé, de l'animal de fer, et des antiseptos. Il enchaînait des tiges en métal, et les tiges en métal, il les attirait au détour du corps où les personnes avaient mal pour en extraire le mal. Et ces personnes étaient dans une sorte d'hypnose. D'ailleurs, on a appelé ça l'hypnose après tout. Hein. Et c'était censé tirer le mal. Voilà. Alors, progressivement, Mesmer est devenu l'archétype du charlatan. Et à partir du XVIIIe siècle, on a quand même identifié les personnes qu'on appelle des magnétiseurs, qui sont qualifiés de mystiques et charlatans, et on est un peu sorti de cette époque occulte. Quoique, voilà. Moi, j'ai tapé sur notre moteur de recherche favori le mot magnétisme hier. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, je ne sais pas si on en est complètement sorti. Voilà. Bon, je reviens à l'histoire, ça c'était tout ça. Alors, arrive le XVIIIe siècle. Alors, le XVIIIe siècle, c'est quoi? Le XVIIIe siècle, c'est les gens de Newton, la mécanique du point, le développement de la gravitation, donc ça, c'est beaucoup, on en parlait aujourd'hui, c'est un programme du terminal, donc c'est quelque chose que vous connaissez un peu. Et en parallèle, se développent les cabinets savants, vous avez peut-être étudié quand vous étiez au collège, des femmes savantes de Molière, et ces cabinets, ils faisaient des expériences, et ces expériences, elles traitaient plutôt des électrostatiques et des phénomènes extraordinaires, là, comme les grenouilles, etc., qui se produisent quand les corps sont chargés.
Et alors, voilà, on avait un phénomène étrange. Vous voyez, là, je vous parle d'électrostate et d'histoire de chat. Attention, c'est pas la même chose que les animaux. Mais c'est lié, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et ça, c'est les premières des études, enfin, les premières observations électrostatiques. Mais là, on ne savait pas du tout ce que c'était que le courant. Hein, quand même. On n'avait aucune idée, on était complètement à la ramasse. On ne savait pas, on parlait de fluide déjà. Alors, on ne savait pas, il y avait des hypothèses à un fluide, il y en avait d'autres à deux fluides, il y avait d'autres qui parlaient d'atmosphère. On ne savait absolument pas comment interpréter les phénomènes observés. Et c'est là qu'est arrivé Charles-Augustin Coulomb. Alors lui, c'est vraiment un personnage important. Il est arrivé dans ce contexte-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a étudié de façon propre les phénomènes électrostatiques observés, qui faisaient fureur dans les grands salons. Donc. Et il a supposé, alors il y a une démarche scientifique qui est propre, il a supposé quelque chose, c'est-à-dire l'existence de deux fluides, un positif et un négatif, ainsi que d'une force radiale qui les lie. Il a fait les manips, c'est-à-dire qu'il a développé tout un dispositif expérimental qui s'appelle la balance de torsion, la balance de Coulomb, pour mesurer cette force et finalement arriver au résultat que cette force, il a démontré par les études, la mesure, que cette force, elle est radiale, ça veut dire qu'elle lie une charge à l'autre, dans une direction qui lie de la plus courte distance qui lie les charges, et elle est proportionnelle à l'inverse de la distance au carré qui lie les charges. Voilà. Ça, c'était la loi de Coulomb, qui est toujours en lien à ce moment-là. Et là, c'est un truc de dingue, quoi, parce que lui, il arrive juste après Newton. Et Newton, il vient déjà d'exprimer la loi de la gravitation, qui est aussi radiale, qui lie une charge 1 à une charge 2 dans cette direction, et qui est dans la conjugaison, selon la proportionnelle à 1 sur d carré, c'est-à-dire à l'inverse de la distance au carré. Et là, cette analogie, eh bien, elle amène Coulomb à dire que, comme l'ANECA et l'électrostat, finalement, sont régis par deux lois qui se ressemblent, nécessairement, il doit exister une loi du même acabit entre les fluides magnétiques. Parce qu'on parlait de fluide, alors de fluide, oui, parce qu'on parlait de fluide, vous avez une hypothèse de fluide électrique, l'un positif ou négatif. Donc il peut exister des fluides magnétiques. Oui, mais le magnétisme, ça indique le nord. Donc ça doit être un fluide boréal et un fluide austral, pour les oppositions. Mais là, il fait une hypothèse à partir d'une analogie. Et il va supposer qu'il existe une force du même acabit, en 1 sur 4 carré, radiale, entre les fluides magnétiques. Mais comme il comprend bien qu'il y a un truc qui ne va pas bien, parce que si c'était que comme ça, il ne pourrait pas y avoir de dipôle. Ça, c'est un peu en contradictoire. Il dit que dans l'élément, eh ben, en fait, le fluide peut pas bien se déplacer, ce qui fait qu'il y a des endroits où il y a plus d'un fluide et puis d'autres où il y a plus de l'eau. Et voilà, ça c'est le paysage. Et là, il y a une unité formelle qui séduit la communauté scientifique de l'époque et qui pense que cette analogie, à force est puissante, c'est la suite de Newton qui est très puissant, et donc on dit qu'il y a vraiment, on affirme, c'est pas scientifique, c'est pas une bonne démarche que je vous raconte, mais c'est justement pour vous montrer quelques erreurs. Comment ça a pu se passer dans l'histoire. Donc on dit qu'il y a une certaine analogie entre les trois branches de la physique, que sont la méca, l'électricité et le magnétisme. Et bien, cette analogie est telle que nécessairement c'est exact que les trois forces, que les trois phénomènes soient régis par les mêmes lois, et que donc nécessairement aussi, il y a une indépendance entre les phénomènes. Finalement, c'est comme s'il y avait un classement, vous voyez, il y a le tiroir méca, le tiroir élect, le tiroir magnétisme, et les trois sont régis par des lois équivalentes et totalement indépendantes. Voilà. Et alors, il y a des trucs qui ne rentrent pas dans ce modèle, mais ça ne pose pas de problème. Par exemple, le fait que les marins racontent que quand ils sont en mer, quand la foudre tombe sur le mât du bateau, et bien après, tous les éléments, la foudre c'est l'électricité, c'est un arc électrique. Et après, ils remarquent que tous les éléments métalliques du bateau, ils sont aimantés, et que les boussoles perdent le nord. Ou bien, on observe aussi qu'un aimant cassé en deux, ben c'est toujours encore un aimant, c'est-à-dire qu'il y a toujours encore un peu à bouger, puis ensuite on casse encore en deux, et encore, et encore. Et ça, c'est contradictoire avec les hypothèses faites préalablement de phénomènes totalement indépendants. Là, on voit bien qu'il y a une corrélation entre courant et magnétisme. Voilà. Alors, à ce moment-là, en 1800, là c'est important, c'est la première pile. Volta sort sa première pile.
Première, on n'a rien compris de comment ça marche. Hein. On ne sait pas que c'est on n'a pas compris l'histoire du flux, on n'a pas compris l'histoire du courant, on n'a pas compris l'histoire du potentiel, on n'a rien compris à ce moment-là. Et alors, on parle de différents types d'électricité. L'électricité de la foudre, le fluide qui fait l'électricité de la foudre, ça s'appelle l'électricité ordinaire. L'électricité qui fait ce que produisent les fils, ça s'appelle l'électricité galvanique. Et puis l'électricité, enfin les fluides qui doivent être dans le magnétisme, ça s'appelle le fluide magnétique. Et donc on a trois formes de fluides, on ne sait pas très bien ce que c'est en fait. Et puis, et là arrive un bonhomme, Ørsted, c'est un Danois. Alors lui, il n'est pas du tout, il est un peu original, il est en marge de tous ces physiciens qui disent que c'est un ami à la force de loi. Lui, il vient des pays du Nord, et dans les pays du Nord, il y a l'influence germanique, il y a l'influence romantique, et on pense beaucoup à l'unité de la nature, et on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai du tout, donc il faut tout mettre dans des tiroirs. Il y a une relation entre tout ça, je ne vois pas pourquoi la nature serait fragmentée en tiroirs comme ça. Et donc, lui, il ne comprend pas du tout pourquoi il ne pourrait pas y avoir des influences, des interactions entre les phénomènes électriques et magnétiques. Et alors, il décide de faire des manips. Et en 1820, il fait cette fameuse manip qui consiste à faire quoi? À placer un courant, un fil électrique au-dessus d'une aiguille aimantée et à brancher le fil. Et à observer la déviation de l'aiguille. Alors le problème, c'est qu'il n'avait pas une bonne pile. Il n'avait presque pas de déviation. Et donc après, il refait la manip et il observe la déviation. Là, je vous ai amené la manip. Là, j'ai le fameux fil. Là, j'ai la boussole, parce que j'imagine qu'ici, le nord est là-bas. Donc, vous voyez, j'ai mis la boussole parallèle au fil. Ah, c'est pas très bien centré là-haut. Comment ça marche, là? OK. Et puis, vous voyez, là, j'ai un accu avec une borne. Et j'ai un fil. C'est le fil de multimontage. Et puis, alors, je vais mettre ce fil-là, parce que vous voyez mon truc. Maintenant, du coup, vous voyez tout bien là-haut, donc ça va pas. Bon, enfin, voilà, donc je vais mettre prêt, voilà. Là, vous voyez que je mets les deux bornes, enfin, je branche mon fil. Ah, ben ça marche pas. Vous voyez un truc de dingue, hein? C'est que la boussole, elle se met perpendiculaire au fil. Et elle bouge avec le courant dans le fil. Donc ça, enfin, pour l'époque, ça vous paraît peut-être anodin, mais en fait, c'est pas anodin du tout. Ørsted, je vais vous expliquer l'histoire. Ørsted, quand il trouve ça, bon, finalement, quand il a vérifié qu'il arrivait à avoir la bonne pile, il écrit un mémoire où il raconte son expérience. Il y a l'image à côté. Et puis, voilà, il est à l'Éden, il est en Hollande. Hein. Et alors, le bruit circule, que cette manip a eu lieu, mais on a des doutes. Alors, il se trouve qu'à Genève, il y a une pile puissante. Donc, du coup, il y a la communauté scientifique, surtout à Genève, pour essayer de faire la manip. Et là, on s'est constaté que l'effet existe. Bon, et là, il y a Arago. Arago, c'est aussi un grand physicien français. Arago, il était présent à Bruxelles. Alors, il voit le truc, et tout de suite, il se dépêche de rentrer à Paris. Et le 4 septembre, tous les lundis, à Paris, il y a la séance de l'Académie des sciences à 14h le lundi. Et c'est là qu'on raconte la science qui s'est produite. Et là, il prend rendez-vous à l'Assemblée à 14h, et il raconte la manip. Et là, Ampère est présent. Hein. Et là, c'est pas possible, parce qu'il parle d'une manip qui est transversale, vous voyez bien l'aiguille, elle se met perpendiculaire au fil, elle montre une interaction électrolytique et magnétique, c'est absolument impossible à accepter. Donc c'est la révolution dans l'Académie des sciences, mais il ne se démonte pas, dans la semaine, il fait venir une grosse pile de quelque part, et le 11 septembre, il vient faire la manip, il redit la même chose en faisant la manip devant tous les gens de l'Académie. Et là, force est de constater que ça marche. Et donc là, ensuite, l'information circule à travers l'Europe, mais personne ne comprend, parce qu'on ne comprend pas des trucs qui nous paraissent dingues, quoi. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de déviation de l'aiguille quand la pile n'est pas reliée. On n'a pas compris cette histoire d'un courant qui circule le long du fil. D'accord?
On n'a pas compris qu'il puisse y avoir une action perpendiculaire. On n'a pas compris qu'il puisse y avoir une interaction entre les phénomènes. Et donc, il faut arriver à comprendre. Alors là, il y a deux interprétations qui arrivent. Alors, celle de Biot. Alors, Biot, c'est l'une des personnes qui prône les analogies, là. Alors, lui, alors c'est assez rigolo, hein, c'est tout l'ensemble des personnes qui disent que ce qui est alors inconnu, c'est les courants galvaniques se produits par la pile, et ce qui est connu, c'est les fluides magnétiques, qui croient être connus. Et donc, il explique la découverte d'Einstein juste par du magnétisme. Et à côté de ça, on a Ampère. Et Ampère, il dit non, c'est comme ça que ça se passe. Il dit que c'est un nouveau phénomène et qu'en fait, c'est dans l'aimant qu'il y a des courants et que si un aimant est un aimant, c'est parce qu'à l'intérieur de la matière, il y a des courants et que donc, c'est toute une nouvelle étude qu'il faut faire, un nouveau phénomène qui est complètement fondé sur l'action entre courants. Et alors à Ampère, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, c'est un Lyonnais, c'est un mec ici, qui est né à Pouligny-en-Mondeur, c'est pas loin d'ici. Alors, c'est un autodidacte, brillant, et qui a comme idée, dès son plus jeune âge, de refonder la Terre. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il analyse l'expérience de Herschel, il distingue deux types d'actions. Celle qui consiste à mettre l'aiguille en rotation, qui met un poids par rapport à l'aiguille aimantée, et celle qui crée l'attraction entre le fil et l'aiguille aimantée. Et alors, il est très... Vous voyez, il y a une démarche scientifique qui est assez remarquable, parce qu'il sépare les effets, et après, il analyse chacun des effets. Alors, il analyse de façon propre. Par exemple, la boussole, vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est moyennement propre, parce que vous voyez bien que la boussole, elle est d'abord liée au magnétisme terrestre, ce qu'elle indique dedans. Alors lui, il fabrique une boussole, on appelle ça astatique, c'est-à-dire telle qu'elle s'affranchisse de l'attraction de l'orientation magnétique de la Terre. Et ensuite, il apporte un courant juste à côté de cette boussole, et il observe la déviation propre de l'aiguille sans sommer avec la déviation du champ magnétique terrestre. Voilà. Alors, ensuite, il raisonne par pure logique scientifique, parce que finalement, là, il voit qu'un courant, ça va créer une action transversale qui va créer un champ magnétique perpendiculaire à la direction du fil. Et là, il dit, eh bien, si c'est comme ça, eh bien, ça veut dire que si la Terre est magnétique, c'est parce qu'elle contient des courants. Et c'est là qu'il va définir ce qu'on appelle le fameux bonhomme d'Ampère. Vous voyez, il part d'un raisonnement et il dit que, alors celui-là, pour la même raison, il va expliquer le magnétisme terrestre, et pour la même raison, il va expliquer le magnétisme d'un aimant, et là, il dessine des aimants avec des courants tout autour, et il dit que le magnétisme de la matière, c'est en fait dû à des aimants dans la matière, à des courants dans la matière, dans les mondes. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il est propre, il exerce l'effet d'attraction par le fil sur l'aiguille aimantée. Alors pour ça, il va fabriquer des spirales de courant. Et il va observer qu'un courant, à travers la spirale, ça va créer un effet d'attraction ou de répulsion par rapport à un aimant, selon le sens du courant. Puis après, il va observer exactement la même chose entre deux spirales, selon le sens du courant. Et finalement, il va pouvoir dire qu'il y a équivalence entre les aimants et les courants électriques enroulés en spirale. Voilà, perpendiculaire à la base. Et alors ensuite, comme il échange avec Fresnel, il revient sur son modèle d'aimant. Et il dit que ce n'est pas seulement des courants, pour expliquer le magnétisme de la matière, ce n'est pas seulement des courants tout autour de l'aimant, c'est aussi des courants à l'intérieur de l'aimant. Voilà. Après voilà, il fait cette chronique. Alors, Ampère, quand chaque fois qu'il a une idée, finalement, c'est une intuition qu'il a eue en même temps pour expliquer la maladie d'Einstein. Et alors, sa démarche, c'est tout de suite, avec fureur, de partir dans son labo et de fabriquer des dispositifs qui vont pouvoir donner crédit ou affirmer l'intuition qu'il avait eue. Et donc, il fabrique des nouveaux dispositifs. Alors après, qu'est-ce qu'il continue? Après, il dit, bon, maintenant, on va enrouler le fil. Alors, enrouler le fil,
longueur, mais pas en spirale, mais en longueur comme ça. Alors il va créer un nouveau mot qui est issu du mot tuyau en grec, il va appeler ça les solénoïdes. Il va faire la manip, il voit que c'est pareil. Et donc finalement, il va pouvoir en conclure que les spirales et les aiguilles galvaniques produisent les mêmes effets que les aimants. C'est le premier à s'être posé vraiment la question de qu'est-ce qui crée les manips de la matière. Ben, c'est des courants dans la matière. Voilà. Et donc il ramène tous les phénomènes magnétiques à des effets purement électriques. Et du coup, d'un revers de la main, il élimine les fluides magnétiques en disant que ce sont des suppositions gratuites. Ça, c'est la guerre de tout le reste de la technologie. Ah, c'est une intuition incroyable. Hein. Et voilà, il confirme son hypothèse. Et puis surtout, il fait très bien la différence entre les effets d'une charge statique et les effets d'une charge en mouvement, entre l'électrostatique et l'électromagnétique. Voilà. Alors après, il fait quoi? Là, je finis quand même, et je reviens sur parce que quand même, vous connaissez Ampère, c'est un mot que vous connaissez, donc et vous ne connaissez pas pour ce que je viens de vous raconter. Vous le connaissez pourquoi? Ben parce qu'après, il s'est dit, bon, ben, ce truc-là qui crée un champ magnétique, il faut que je le caractérise, ce truc-là. Alors, il a fait plein d'années pour caractériser ce qu'on appelle finalement le courant, pour montrer que la pile et le fil conducteur qui ont relié les pôles ont une propriété commune, celle d'être traversée par un courant. Donc là, il comprend que c'est un truc que le courant, il faut qu'il soit continu pour qu'il circule dans un circuit, il faut que le circuit soit continu pour que le courant circule. Après, il explique que même si le circuit est très très grand, d'un mètre, 20 km, peu importe, la déviation en aiguille a toujours lieu. Hein, et donc il fait la distinction entre la notion de courant et la notion de tension. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il fait? Alors après, il définit le courant, il définit l'intensité, il donne le sens à l'intensité par la police de l'eau, il définit l'appareil qui permettra de mesurer l'intensité, c'est-à-dire le galvanoscope. Il définit la tension électrique. Alors la tension électrique, attention, alors autant le courant c'est la circulation, autant la tension, il comprend que c'est joli, hein, qui s'observe lorsque les corps entre lesquels l'action électromotrice a lieu sont séparés l'un de l'autre entre des corps non conducteurs. Donc il comprend que ce sont deux états de la matière séparés par un non conducteur, alors que le courant c'est un flux de particules. Voilà. Voilà, ça c'est ce que fait Ampère. Et puis après, il continue à se poser plein de questions, parce qu'il a un esprit qui ne peut pas s'arrêter. Tout ça, tout ce que je raconte, il l'a fait en 4 mois. Hein. Attention, hein. Entre septembre, le 4 septembre 50. Oui, alors on en parle d'Ampère, parce que ça vient de faire 200 ans tout ça. En fait, ça on a fêté les 200 ans d'Ampère, là. Enfin, les 200 ans de la découverte. Au moment où il a été actif en physique, puisqu'il a un peu fait tout dans sa vie. Et alors, après, il se pose plein de questions sur l'origine de la Terre, du magnétisme de la Terre, pardon, sur la possibilité de fabriquer des rotations quotidiennes uniquement avec des courants, parce qu'à ce moment-là, il y a Faraday qui travaille là-dessus. Et puis en fait, il a fait des manips super intéressantes, donc il reste des coquilles. Mais finalement, il est passé à côté de la découverte du moteur et il ne l'a pas eu. Et puis, il a fait d'autres manips sur la possibilité de créer des courants électriques avec des aimants. Là, c'est pareil, il a fait des manips, il n'était pas très très bon en manip en fait. Des fois, il voyait des dispositifs, mais il ne faisait pas forcément. Je disais, il est passé à côté de l'induction. En fait, il a compris ce que c'était que le courant et la tension. Et ça, on lui sait gré. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a raconté tout ce qu'il a fait, toutes ses manips. Et il a publié un mémoire de l'action exercée sur un courant électrique par un autre courant, le globe terrestre ou un aimant. D'où l'analogie entre tous. Après, il s'est dit, mais attendez, mais j'ai fait plein de manips, j'ai compris le phénomène. Nécessairement, c'est moi qui ai raison, c'est pas Biot. Parce que les manips que j'ai faites, elles décrivent exactement ce que Hochstedt a obtenu. N'empêche qu'il faut un formalisme, il faut faire des calculs maintenant pour avoir un modèle qui raconte ces manips. Et donc, vous voyez, c'est vraiment la démarche scientifique. Hein. C'est pour ça que c'est un bon exemple de parler d'Ampère aux Olympiades. Après, voilà, il se retranche, il fait plus de manip, il a fait 4 mois de manip, et puis après, il fait des calculs. Il fait des calculs pour arriver à trouver la loi mathématique universelle qui exprime l'interaction entre deux éléments infinitésimaux quelconques de courant dans n'importe quelle position. Comme donc, ça veut dire qu'en intégrant, il va arriver à exprimer la force dans toutes les conditions que ce soit entre un bout de fil et un bout de fil, ou entre un bout de fil et un aimant, parce qu'un aimant, d'accord? Voilà, alors il publie ensuite tous ces travaux, en 26, la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement début de l'expérience. Et puis après, bon, quand même, il faut dire ça. Après, de tout son formalisme, on obtient une expression, celle qui décrit l'interaction entre deux bouts de fil. On pouvait faire des courants de 1 ampère et c'est quand même une distance d'un mètre. Et c'est ça qui a donné en 1881 l'unité d'intensité,
lui a donné son nom pour toutes ses découvertes. Voilà, ça c'était mon petit passage Ampère. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite tous à aller visiter le musée Ampère à Polémion-Montfort. C'est Willy Wolf. Allez-y. Alors, c'est Alfonso qui s'en occupe, et dans les membres du comité ici, il y a plein de personnes qui travaillent, enfin, qui donnent de leur temps au musée Ampère, c'est un musée formidable. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, est-ce que le modèle d'Ampère a perduré dans le siècle? Eh bien, oui. Alors, tout le 19e siècle, vous savez, c'est le modèle de l'électromagnétisme. C'est le siècle, pardon. L'électromagnétisme est développé, on va écrire progressivement l'électromagnétisme. Et on va arriver finalement aux équations de Maxwell à la fin du siècle. Mais les physiciens vont aussi continuer à s'intéresser au magnétisme dans la matière. Alors, on peut en particulier citer des noms, en particulier des noms français, en particulier Pierre Curie, qui va faire beaucoup de manies pour caractériser certains états de la matière, Paul Langevin, qui est son élève, et qui va essayer de développer des calculs pour, qui vont représenter les états de la matière magnétique que Pierre Curie aura identifiés. Il y a aussi Pierre Weiss, tout ça, ce sont des Français. Et tout ça, ils disent quoi finalement? Parce qu'en fait, Paul Langevin, c'est celui qui aura fait beaucoup de calculs dans l'histoire, il va utiliser. Parce qu'entre-temps, au XIXe siècle, on comprend aussi que la matière est faite d'atomes, que les atomes, ils ont une corde d'électrons qui vont graviter autour du noyau, et sur des orbites fermées. Et donc, Langevin, il va utiliser toute cette approche que l'on comprend au sujet de la matière, l'approche microscopique, voilà, prenons le 19e siècle, et donc il va l'utiliser pour dire que finalement, on est toujours dans le modèle d'Ampère, hein, attention, on est fin du 19e. Il va dire que un électron sur son orbite, c'est équivalent à un circuit traversé par un courant d'intensité quoi? L'électron, il porte une charge E, et si j'appelle tau le temps nécessaire pour faire un tour, E sur tau, ça fait l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Et à partir de là, il va calculer le moment magnétique correspondant à cette spirale. Et donc finalement, il va arriver au résultat qu'un électron qui tourne sur son orbite, donc vous voyez, c'est la même chose qu'Ampère, mais c'est à l'échelle du tout petit pour décrire la matière, c'est exactement la même chose qu'un aimant de moment magnétique, S c'est la surface de la spirale, hein, c'est Pierre Carré, divisé par tau, le temps pour faire un tour. Et donc on reste dans cette approche, c'est ça que je veux dire. Alors après, il essaye de... C'est le modèle classique hein, de l'électron qui se dépasse sur son orbite pour expliquer le magnétisme de la matière. Après, il va développer le magnétisme moléculaire en expliquant que finalement il suffit de sommer tous les états, toutes les mini-alimentations produites par les électrons pour arriver à l'alimentation générale, et puis en faisant la compte de la symétrie. Vous voyez, on reste, après il va étudier l'effet d'un champ magnétique extérieur sur tout ça, mais on reste dans le modèle d'Ampère. Là, le modèle d'Ampère, il aura quand même suggéré une explication du magnétisme de la matière pendant tout le 19e siècle. Et bien, jusqu'à la Révolution, là, 1925, Samuel Smith et George Uhlenbeck découvrent le spin de l'électron. Alors, ça veut dire quoi, cette affaire? Eh bien, ils découvrent qu'un électron, c'est une particule élémentaire, ça on le sait tous, qui a une masse, une charge électrique, ça on l'avait bien compris jusque-là. Mais qu'en plus, un électron, avant tout, ça porte un petit aimant quantique. Comme ça n'existe pas en physique classique, on ne peut pas trouver son analogue. C'est une aiguille élémentaire, une aimantation élémentaire comme une petite boussole, mais qui est quantique, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que deux orientations, dans un sens ou dans l'autre, et qu'elle est intrinsèque. Au début, on n'a pas compris comme intrinsèque. D'ailleurs, vous voyez, le mot il s'appelle spin. Spin, en anglais, c'est l'électron. On croyait que c'était le résultat d'une rotation de l'électron sur lui-même. En fait, c'est intrinsèque, c'est une aimantation intrinsèque qui peut être qui est identifiée, c'est-à-dire que quand il y a un champ magnétique, l'électron il est dans le sens du champ ou dans le sens contraire. Voilà. Et à partir de là, quand je dis que c'est une révolution, c'est vrai, hein, parce qu'à partir de là, on comprend que tout ce qu'on a raconté pour expliquer le magnétisme de la matière, on peut dire que c'était faux, mais c'était vraiment incomplet parce que ça ne tenait pas compte du spin. Donc tout ce qui est magnétisme dû aux rotations des électrons, ça reste, ça s'appelle le magnétisme orbital, mais à celui-là, il va falloir rajouter le magnétisme dû au spin des électrons. Et là, on comprend que le magnétisme, finalement, c'est une propriété qui est purement quantique.
Et alors, tout le XXe siècle, il va être utilisé à quoi? Eh bien, il va être utilisé à comprendre ce que sont ces matériaux magnétiques, à recomprendre, si vous voulez, toutes les observations expérimentales que nous rappellent. Et à comprendre qu'un matériau magnétique, eh bien, finalement, il aura l'alimentation de la densité des spins qui seront des spins d'une direction qui seront majoritaires. Là, dans le tableau, j'ai dit que les spins majoritaires étaient ceux dans la direction de mon doigt, et donc ça va créer une alimentation du matériau dans cette direction, et inversement dans l'autre sens. Voilà. Et donc finalement, on va comprendre que le spin des électrons, il est à l'origine de toutes les propriétés magnétiques du matériau. Et donc là, il y a un travail de physicien théoricien, d'écriture d'un mécacube qui va être extrêmement important dans la physique du solide pour comprendre tous ces phénomènes. Et là encore, on va avoir des grands bonhommes qui vont s'illustrer. Alors là, je ne peux pas les citer tous parce que j'ai pas le temps. Mais en particulier, par exemple, c'était Louis Néel. Louis Néel, c'est un prix Nobel de physique français en 70. Lui, il aura un prix Nobel justement parce qu'il aura travaillé sur tout ça et qu'il aura identifié des autres états encore magnétiques dans la matière, c'est-à-dire non seulement ceux où toute aimantation peut être dans le même sens, mais il y en a aussi qui sont magnétiques avec des aimantations au sens contraire, de même norme, pas de même norme. Enfin, il y a tout un travail fondamental de compréhension du magnétisme après la découverte de la mécanique quantique. Et après, tout d'un coup, on a des gens qui se posent la question du courant. C'est un courant, des gens bien ampères là maintenant. Un courant, on a dit que c'est un flux d'électrons, donc c'est un flux de particules, ils ont une masse, ils ont une charge. Mais on vient de voir qu'ils ont un spin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces courants, finalement, il faut aussi les voir comme des flux de spin ou des flux de boussole, vous voyez? Alors, ça change la conception des choses, ça fait. Et alors, on sait que les matériaux magnétiques, ils ont une densité de spin dans un sens supérieure à celle qui est dans l'autre. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'envoie un courant dans un matériau magnétique, sachant que mon courant, c'est un flux de boussole, alors que j'ai déjà un matériau qui n'a pas la même densité de tous ces électrons, enfin, de spin, densité de spin d'électrons. Et donc, on se dit, il y a peut-être des interactions qui se produisent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a qui se mettent à faire des calculs. Voilà, ça fait une idée. Il y a toujours des théoriciens, et c'est formidable. Je veux dire, on se donne tous les rêves quand on fait de la physique, la recherche en physique. Il y a des théoriciens, il y a des expérimentateurs, il y en a qui développent plus les techniques. On a besoin de tout le monde pour avancer. Il y en a qui font des calculs pour essayer de comprendre le phénomène ou d'anticiper. Il y en a qui font des expériences. Oui, mais l'expérience, c'est difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'on va envoyer un flux d'électrons à travers un matériau magnétique et on veut suivre qu'est-ce qui se passe comme effet de l'envoi de ce courant sur l'aimantation de ces matériaux. Enfin, ça veut dire sur la direction d'aimantation. Enfin, est-ce que l'aimantation du matériau va agir sur la direction du spin des électrons? C'est ça la question. Des électrons du courant, je veux dire. Alors, il faut faire des analyses. Mais pour arriver à les faire, il faut que les couches à travers lesquelles on va faire passer le courant soient très fines. Pourquoi? Parce que sinon, on perd la cohérence de la direction du spin à la traversée. Et donc, il faut arriver à faire des couches très très fines. Des couches de quelques nanomètres, ça veut dire quelques plans atomiques seulement. Et ça, c'est un défi technologique. C'est un défi technologique qui va faire qu'on va être bloqué dans l'avancement de cette pensée le temps qu'on arrive à fabriquer ces couches. Et alors, dans les années 90, on y arrive. Et on arrive à fabriquer des dispositifs super compliqués, comme par exemple celui-là. Et pour y arriver, maîtriser la structure de ces couches très très fines, il faut fabriquer le métal, les couches, c'est-à-dire qu'il faut évaporer le métal pour arriver à maîtriser la structure de toutes ces couches. On ne peut pas faire une couche parfaite d'un matériau en allant le polir jusqu'à trouver quelques plans atomiques. Non, il faut évaporer le métal pour arriver à l'épitaxier, c'est-à-dire le cristalliser de façon parfaite, c'est-à-dire en monocristal sur seulement quelques couches. Pour qu'ensuite, on puisse analyser le trajet des électrons, des spins des électrons du courant au travers de cette couche. Alors, pour ça, on est obligé de travailler sur les ultravides. Il y en a qui ont fait des manips tout à l'heure, sur l'ultravide, c'est un truc de dingue. C'est un truc, c'est le vide qui est entre les étoiles. Pourquoi on va se mettre à des vides aussi terribles à atteindre? Bon, alors évidemment, ça permet pas avoir un truc, mais ça, c'est pas la première. C'est que travailler à ces vitesses-là, ça permet vous voyez, d'évaporer des métaux. Vous voyez, pour fabriquer voilà comment on va faire pour fabriquer ces couches. Vous voyez, ça c'est une gamelle,
dans laquelle on va envoyer des creusets avec des couleurs différentes. J'ai mis des couleurs pour symboliser des matériaux différents. Et alors, qu'est-ce qu'on va pour fabriquer ces échantillons? On va chauffer nos matériaux, alors les uns ou les autres, ou en même temps, enfin, en général c'est l'un après l'autre. Hein. Et ça va faire comme quand on est à la cuisine, quand on chauffe de l'eau dans la casserole, et bien, elle va s'évaporer. Et ensuite, si on met un couvercle, elle va aller se déposer, se condenser sur le couvercle. Le couvercle, c'est froid. Sauf qu'on maîtrise bien quand on fait ça, parce que l'eau qui s'évapore dans la cuisine, elle va rentrer en interaction en position avec toutes les autres molécules d'eau et les autres molécules de l'air. On ne peut pas maîtriser une croissance cristalline quand on est dans l'air. Pour pouvoir maîtriser une croissance cristalline, il faut que quand j'évapore les atomes de fer, de cobalt, de je ne sais pas quoi, ils puissent partir en ligne droite comme des trajectoires pour arriver à se poser sur le support qui est là pour fabriquer une couche de quelques points atomiques dans la structure parfaite qu'on veut arriver à faire. Oui, alors c'est ça qu'on va essayer de faire. Et voilà ce qu'on va obtenir. Alors ça, c'est un exemple de couche. Alors, vous voyez, vous avez différents matériaux. On va utiliser des trucs fabriquer des propriétés particulières et pour étudier ce qu'on veut faire. Alors, si je fais un grossissement plus gros, vous voyez que c'est des couches, j'ai dit presque parfaites. Parce que vous voyez, ça, c'est un grossissement électronique important. Chaque fois, vous avez l'impression d'une crame, un peu comme une. Là, c'est chaque fois une position des atomes. Vous voyez, c'est une alternance entre des matériaux de nature différents et quand bien même, la croissance, elle est parfaite, c'est-à-dire que la cohérence est complètement. Alors, c'est quoi ces matériaux? Bien évidemment, après, j'ai un objectif de magnétisme, moi. Donc, je vais utiliser les matériaux magnétiques, par exemple, le fer. Et je vais mettre quelque chose au milieu entre mes deux couches de fer. Et alors, qu'est-ce que je vais fabriquer là? Alors, vous voyez, c'est là. Alors, voilà. Vous voyez, on va faire des empilements comme celui-là. Alors, il faut une doigt. Ah, j'ai pas de doigt. Vous voyez, alors ça, c'est un empilement. Vous voyez, c'est des vous voyez, mon empilement, vous voyez, j'ai représenté avec des petites boules, les atomes, là, évidemment, c'est une affaire. J'essaye de vous expliquer ce qu'on va faire. Et, voilà. Et alors, c'est quoi notre histoire de magnétisme? Eh bien, on va envoyer un courant. Alors, cet empilement, vous voyez, ça, c'est le support que j'ai représenté en moi. Ça correspond. Vous voyez, c'est ma couche qui est en bas dans le triangle à droite. Au-dessus, je vais déjà fabriquer une couche. Là, en haut, j'ai représenté le fer. Et qu'est-ce qu'on va voir? La manip historique, ça va être quoi? C'est qu'à travers cet empilement, je vais pouvoir envoyer un courant, puisque j'ai dit que je voulais voir l'effet d'un matériau magnétique. Si c'est un matériau magnétique, ça veut dire qu'il a une orientation qui peut être dans un sens ou qui peut être dans un autre sens. Vous voyez? Et donc, je vais envoyer un courant à travers cet empilement pour voir ce qui se passe. Maintenant, je sais le faire. Là, on est dans les années 90. Et alors, un courant, ben, oui, c'est un flux d'électrons, mais pour moi, ce n'est pas un flux d'électrons. Ce n'est pas un flux de charge, ça va être un flux de spin. Vous voyez, mon courant, je l'ai présenté comme ça. Ça va être un flux de boussole. Vous voyez? Et donc, je vais envoyer ce courant à travers la couche de fer. Et qu'est-ce que j'observe à la sortie? Eh bien, j'observe que je récupère un courant qui n'a que des élémentations dans la direction, qui n'a que des spins dans la direction de l'élémentation de la couche. C'est-à-dire que la couche a servi de filtre à spin. Ça, c'est un truc de dingue. Et alors, évidemment, on retourne l'élémentation de la couche pour voir la mettre dans l'autre sens et on obtient alors aussi, on a fait une couche comme ça. Et si on en empilait plus, des couches, parce que peut-être on peut faire des trucs rigolos. Alors, on enlève ça, et on se dit, je vais faire un empilement complet. Alors, mon empilement complet, c'est quoi? J'ai toujours mon substrat, j'ai une couche de fer, j'ai une autre couche de fer, entre les deux, j'ai quelque chose. Un truc pas magnétique, bien sûr, parce que sinon, après, je continue. Et dessus, je mets blanc pour éviter l'oxydation. Et, bah oui, il faut bien protéger. J'envoie un courant. La première couche,
elle est magnétique. Et la deuxième, elle est magnétique aussi. Et de deux choses l'une, ou les deux aimantations sont dans le même sens, ou elles sont en sens opposé. Alors, si elles sont dans le même sens, on a dit que la première couche, elle allait filtrer les électrons dans la direction de son aimantation. Si la deuxième couche, elle est dans le même sens, et bien évidemment, le courant qui passe, il sera aussi dans ce sens. Et si la deuxième couche, elle est en sens contraire, et bien, rien ne pourra passer. Et donc, finalement, on a fabriqué un espèce d'interrupteur à électrons qui, au lieu de fonctionner avec la pression d'un doigt, va fonctionner avec, selon l'aimantation relative de deux couches magnétiques. D'accord? Alors, voilà, oui, ça, c'est quand même vraiment incroyable. Alors, à quoi ça peut donc bien servir? À quoi ça peut donc bien servir? Alors, ça s'appelle un instrument à magnétorésistance. Ça veut dire que la résistance, elle va varier du tout au tout, ou zéro, ou l'infini. Je ne conduis pas, je conduis selon la valeur du champ magnétique extérieur qui va être capable de mettre les deux couches dans le même sens. Alors, à quoi ça peut donc bien servir? Eh bien, voilà. Une belle question de disque dur. De disque dur, je vais vous parler de ça. Alors, ça, c'est quoi cet objet-là? Ça, c'est un disque dur magnétique qui c'est dans le PC. Alors, un disque dur magnétique, ça comporte trois choses. Ça comporte le disque en lui-même, sur lequel qui est recouvert d'un support métallique magnétique sur lequel l'information est stockée, et un bras avec le texte, une tête d'écriture et une tête de lecture. Alors, l'information, au départ, elle est codée. Toute l'information est codée en binaire. Alors, comment ça marche le code binaire pour ceux qui ne se souviennent plus? Eh bien, c'est pas compliqué. Hein. Là, j'ai un bouquet. Si on veut savoir, par exemple, comment je vais l'enlever, ce sera pas mieux. Voilà, par exemple, ça. Si vous vous souvenez comment ça marche, par exemple, si je veux coder dans 45, eh bien, dans 45, quel est le code binaire? L'obstacle qu'on appelle 45. Dans 45, est-ce que je peux mettre 128? C'est le code de la. Ouais, j'ai que des colonnes qui correspondent à des puissances de 2 différentes, de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, de puissance 3, de puissance 4, etc. Là, la dernière, elle correspond à 2 puissance 7. Dans 45, est-ce que je peux mettre 2 puissance 7? Non. Est-ce que je peux mettre 2 puissance 6? Non. Est-ce que je peux mettre 2 puissance 5 qui vaut 32? Oui. Est-ce que je peux mettre 16? Attendez, j'ai dit quoi? 45 fois 32, ça fait 13. Est-ce que dans 13, je peux mettre 16? Non. Est-ce que dans 13, je peux mettre 8? Oui. 13 moins 8, ça fait 5. Est-ce que dans 5, je peux mettre 4? Oui. 5 moins 4, ça fait 1. Là, et là. Et donc, finalement, le code binaire de 45, je vois que c'est 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Et donc, tout, si vous voulez, toute lettre, tout caractère de votre PC, tout caractère de votre ordinateur, va être codé par un code binaire qui va, par exemple, là, j'ai codé le nombre qui correspond au tiré du haut. Ça va être tiré du 6. Là, c'est 45. Voilà. Et voilà le code binaire pour comprendre votre PC. Donc, vous allez écrire ça. Alors, après ça, comment ça marche? Après, comment on fait les bits? Eh bien, il y a plein de façons de faire un bit 0 ou un bit 1. On peut dire courant à courant. On peut dire courant dans un sens, courant dans l'autre sens. On peut dire blanc, noir. Ça, c'est les codes binaires, pareil, les codes binaires que vous avez sur les appareils, les trucs qu'on achète là, dans les supermarchés. Voilà. Et puis, quand on est en magnétisme, eh bien, on va dire que là, on a un objet formidable, un aimant, c'est un truc formidable parce que ça a deux côtés qui ne sont pas les mêmes. Voilà, on va dire qu'un 1, par exemple, c'est tout le nord vers le haut, et un 0, c'est tout le nord vers le bas, par exemple. Et donc, on va tout coder avec ça. Et par exemple, le code magnétique de 45 que je viens de vous montrer, ça sera ça. 0, 0, 1, 0, 1, 0, là. C'est-à-dire que c'est 2. Alors là, j'ai fait un truc gros, évidemment, je vous dis aimants. Sur le disque dur, ça va s'appeler des domaines magnétiques qui vont être rangés sur la surface du disque et qui vont nous permettre de coder toute l'information avec les objets. Voilà. Ça va être des domaines magnétiques. Voilà. Et donc finalement, cet objet, il va être un truc de support de 0 et de 1 magnétique, un truc qui va être capable de la tête d'électron, ça va être une tête qui va être capable de retourner un 1 magnétique, donc de retourner un 0, ou une tête de lecture, ça va être un truc qui va être capable de reconnaître que là on a
dire en faisant un zoom sur la tête, sur le dispositif proche. Alors, voilà, là, vous voyez, là, c'est un zoom sur le support. Il y a plein de physique, dans tout ça. Parce qu'en fait, eh ben, c'est vachement dur de mettre d'un côté des autres des domaines magnétiques qui ont des émutations comme ça. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre deux aimants d'un côté de l'autre, j'avais prévu par manip, mais je ne vais pas avoir le temps. Et bien, chaque fois qu'on rapproche un aimant d'un autre, il y a tendance à flipper de façon à sonner, de façon stable, c'est-à-dire très vite. Et donc, c'est très difficile, il y a beaucoup de physique là derrière, pour arriver à faire une densité de stockage qu'on a dans nos PC, et qui consiste à faire des domaines très petits, très serrés, et qui arrivent à garder leur orientation sur une faune à la température ambiante. Parce que la température fait. Voilà, ensuite, on a des têtes d'écriture et d'écriture. Alors, ça va être quoi, une tête d'écriture? Eh bien, une tête d'écriture, mais j'ai même pas le temps de faire un livre, moi, une tête d'écriture, historiquement, et ben, c'est tout beau, hein. On va bien. Voilà, avec une tête d'écriture, on sait à comment ça crée du champ magnétique. Vous voyez? Donc, si je mets une boussole là, comme ça, elle est où ma file? Non, j'ai perdu ma file. Voilà. Là, on voit que ça crée un courant dans l'ensemble. Et si j'intervertis les bords, et là, je vais avoir le courant. En fait, une bobine, c'est la règle de la droite. Une bobine, ça crée un champ magnétique selon mon coup sur le courant électrique. Donc, une tête d'écriture, et bien, ça va être ça. Vous voyez, ça fait tourner une boussole dans un sens ou dans l'autre. Une boussole, c'est comme un lit, finalement. C'est une petite rotation dans un sens ou dans l'autre. Donc, une tête de lecture, c'est ça en tout petit. Mais on va tout de suite, il y a un web, c'est ça. C'est pas un. Et alors, une tête de lecture, c'est quoi? Eh bien, dans l'ancienne lecture, avant la découverte de l'appareil, comment ça va révolutionner la vie, eh bien, une tête de lecture, c'était ça. C'était juste une induction, c'était en verre, alors, vous voyez, c'est une bobine. Là, j'ai un ampère-mètre, parce que je vois, oui, ça, et on voit qu'à distance, il est où l'aimant, voilà, à distance, bien simplement, si je fais passer un aimant dans la bobine, bien évidemment, ça va créer un aimant. Ouh là là, voilà, si jamais le pôle nord, eh bien, je fais un point dans le sens. Et évidemment, j'ai mon point de fait, le pôle nord. Et donc, une tête électrique, c'est ça. Sauf que vous allez me dire, on n'a pas. Ça, c'est un mythe, hein. Oui, mais le mythe, il n'a pas fait dans la tête. Oui, ça, c'est pas grave. Parce que vous voyez, un champ magnétique, en fait, ça a une expansion spatiale. C'est pas juste à l'endroit des bandes, c'est tout autour. Vous voyez, là, ça, c'est joli. Vous voyez, on voit là les lignes de champ magnétique autour d'un élément qui est dans la manuelle de fer, vous allez voir. Et donc, tout autour de l'élément, eh bien, il y a un champ magnétique qui est perceptible dans un sens ou dans l'autre. Et donc, quand je vais pouvoir lire le 45 qui est là, vous voyez, c'est que là, dans l'ancien cristal, la tête de lecture, elle va passer. Elle va juste passer. Vous voyez, ça, c'est le disque dur qui tourne. Ça, c'est la tête de lecture. Et donc, les lignes de champ magnétique vont traverser la tête de lecture dans un sens ou dans l'autre, et ça va donner un courant dans un sens ou dans l'autre. Vous comprenez ce que je voilà. J'essaie d'analyser. Voilà. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça marche plus comme cristal parce que les vides étaient devenus tellement petits que le courant s'est créé à travers les têtes de lecture était plus détectable. Et il faisait la moyenne de 3 bits. Alors, c'est une détection. Donc, il a fallu inventer un truc. Mais justement, à ce moment-là, est apparu la magnétorésistance. Et là, on s'est dit, on va fabriquer des couches d'énonciation de fer qui piquent à des moments différents. Parce que si vous pensez, ça n'a aucun intérêt comme histoire, ce machin-là. Et donc, voilà ce qu'on va fabriquer. On va fabriquer ça. Vous voyez, j'ai pris la
une image que je vais vous donner la légende. Alors, là, vous avez donc toujours le support. Faire, au départ, c'est un métal magnétique qu'on avait, et après, on a l'oxyde de magnésium, un isolant parce que c'est efficace, l'effet est meilleur. Et après, là, on a le deuxième fer, et après, on a la protection. Et alors, on va la couche à lire, c'est-à-dire le disque dur, il est là. Le disque dur, là, c'est la tête. Hein. Là, c'est la tête de lecture. Le disque dur, c'est lui. Et là, je vais lire 40. Et donc, le disque dur, il va passer sur la tête. Comme ça. Et il faut qu'on arrive à lire ce qu'il y a là-dessus avec des données très, très, très légères. Alors, il ne faut pas que les deux couches de fer flipent au même moment, sinon les fer est nul. Alors, vous voyez les éléments. La couche de fer qui est au-dessus. Tout en haut, on a l'or qui protège. Et en dessous, la couche de fer, en fait, il va le faire. C'est cobalt et fer. Parce que le cobalt, il a vraiment une alimentation rigide. Rigide, ça veut dire qu'elle ne va pas flipper. Ça veut dire que quand l'alimentation du fer va être comme ça, elle va être pour la vie. Et donc, ici, on a rajouté une couche d'alimentation dont le centre ne bougera jamais. Ça marche, là, on voit ce que je fais. Voilà. Et après, la deuxième, vous voyez, c'est bien. Et la deuxième, j'ai du vanadium. Alors, le vanadium, là, vous avez de rendre l'alimentation du fer très sensible à l'environnement et donc susceptible de couper ou de façon très sensible. Et donc, si je mets une alimentation qui est très sensible, quand je vais vouloir lire 45 qui est là, et là, vous voyez, là, la tête de lecture, le disque dur, il va passer en dessous de la tête de lecture. 0, 0, là, je suis en place. Excusez. Non, il est comme ça. Là, on va commencer par une alimentation 1. Là, la principale est en accent. L'empilement, si j'envoie un courant au travers, l'empilement, il est passant, c'est-à-dire que là, le courant que j'envoie, eh bien, il va ressortir comme ça, quand je vais dire le 1. Voilà. Ensuite, je vais dire 0, là, lui, il va se mettre en opposition et l'empilement est bloqué. Ensuite, on va pouvoir dire 1 et l'empilement passe, il passe. 0, l'empilement est bloqué. Et on va transformer un codage magnétique de l'information en un codage électrique ou en référence. Vous comprenez? Et ça, c'est le résultat d'un empilement. Vous voyez cet empilement, ce qui est notable. Ça s'appelle un nouveau matériau, parce que c'est une belle propriété. Parce qu'un matériau qui laisse passer pour pas le courant selon les rotations relatives de deux couches, qui ne pas des moments, des rotations des champs différents, et ben, ça ne pousse pas aux arbres. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel comme ça. Et donc, c'est une propriété nouvelle. Donc, quand on dit on fabrique des nouveaux matériaux, ça veut dire qu'on fabrique des objets qui ont des propriétés qui n'existent pas dans la nature. Et ça, c'est dingue, parce que ça n'a pas besoin d'être alimenté par beaucoup de courant pour fonctionner. Et ça, c'est très bien utilisable. Et donc, en fait, il y a intrinsèque. Il y a intrinsèque en matière. Et par contre, ça, c'est les aides de lecture qui sont dans tous les essais qui existent depuis les années 2000. Et c'est une découverte incroyable qui est à l'origine de la deuxième prix Nobel français sur le magnétisme. Celui d'Albert Ferber et celui d'Albert Ferber. Pour lesquels la population entière du monde a pu en récupérer les bénéfices aussi. Vous voyez. Et c'est ça qui définit le début de la spintronique. La gravure. Ah, mais je n'ai pas parlé de gravure. La gravure. Ah, ben je vous répondrai après parce que ce n'est pas la même chose, la gravure. Alors là, je suis dans l'écriture et dans lecture. L'écriture, alors en fait, vous voulez dire écriture plutôt que gravure. Non, l'écriture. Donc, je vous ai expliqué la lecture et l'écriture. J'ai dit que c'était une bobine qui était parcourue par un courant. C'est ce que j'ai dit là quand j'ai fait la manip. Qui parcourait par un courant. Un courant dans une bobine, ça crée un champ magnétique comme ça ou comme ça. Et donc, ça fait exprimer la notation du petit domaine correspondant. Je ne sais pas moi, je ne sais pas.
savez tous que c'est. L'électronique, c'est une tonique qui joue avec l'électron, ça veut dire la charge. D'accord? Et c'est tous les développements qu'il y a eu dans les années 70, 80, et aujourd'hui. Et la spintronique, ça va être une tronique qui joue avec le spin de l'électron, qui considère plus seulement l'électron comme une charge, mais comme une petite boussole. Vous voyez? Et alors, avec ça, on peut faire des choses incroyables. Parce que c'est infiniment miniaturisable, certes, mais c'est aussi parce que c'est extrêmement peu énergivore. Pourquoi? Parce que ça ne coûte pas cher en énergie et c'est très rapide dans le temps aussi de faire vibrer un spin plutôt que de faire vibrer une charge, de faire de la matière. Vous voyez? Et en plus, ça a été suivi, puis la découverte très rapidement après du phénomène contraire, enfin inverse. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit sur la maïtorisation? J'ai dit qu'avec une couche magnétique, on est capable de filtrer un courant d'électrons et de récupérer finalement un courant d'électrons qui n'a plus une seule direction de spin. Donc, on est capable de filtrer un courant, de fabriquer un courant de spin. Eh bien, très vite, on arrive à faire l'effet contraire. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'un courant intense polarisé en spin, dans des conditions un peu particulières, va arriver à retourner l'alimentation du groupe. Donc, je suis en train de dire qu'on peut après, on arrive à faire la réciproque de ce que je disais. Et alors, avec ça, on est le roi du pétrole. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire un truc de dingue. C'est révolutionner ce qu'on appelle des mémoires magnétiques et fabriquer, voilà, ça c'est vraiment la plupart, et fabriquer ce qu'on va appeler les mémoires magnétiques, les MRAM, qui sont vraiment porteuses d'avenir et qui sont l'avenir de nos mémoires embarquées. Alors, comment ça marche? Eh bien, vous avez vu les deux élémentations dans le sens, je vous ai montré tout à l'heure, ça laisse passer le courant, les deux élémentations en sens contraire, ça bloque le courant. Donc finalement, avec cette histoire-là, c'est rigolo, parce qu'on joue sur le magnétisme et on arrive à retrouver une forme de codage de l'information de 1 et 0 obtenue non pas avec élémentation comme ça et élémentation comme ça, mais avec courant passant, courant pas passant. Et donc, en étant capable de maîtriser à la fois le fait de retourner une alimentation par un courant de spin et le fait de retourner un courant par deux alimentations comme ça, on est capable de fabriquer des mémoires. Des mémoires, je termine. Hein. Non mais c'est super intéressant en fait, parce que c'est extrêmement porteur d'avenir. C'est des mémoires magnétiques, c'est ce que vous avez appris, vous avez tous entendu parler, ça s'appelle les MRAM, Magnetic Random Access Memory, qui sont vraiment le deuxième élément marquant de la spintronique, je dirais, et qui est écrit pour l'équipe de PC, et qui, à terme, vont remplacer les mémoires flash, les mémoires SD, les cartes SD, etc. Parce que c'est extrêmement compatible avec l'électronique, puisque ça transforme une histoire de jeu magnétique en jeu électrique. Donc, courant pas le courant. Voilà. Et alors, en plus, ce qui est incroyable, c'est que ça permet de réagir comme, ça c'est de la recherche en cours, comme avec les performances, enfin, c'est ça l'avenir en fait, c'est que ça va être utilisé comme brique élémentaire pour fabriquer des dispositifs qu'on essaye de faire fonctionner comme un cerveau, parce qu'un cerveau, ça reste encore beaucoup plus performant qu'un PC ou que tous les dispositifs dont on dispose. Et là, on est même capable, ça c'est des travaux que je fais à Paris, ça ne reste à l'extérieur, de fabriquer des empilements comme ça, parce qu'on est capable de faire crisper les rotations à la fréquence qui correspond à celle des neurones publics. Et ça, c'est vraiment ça, c'est intéressant. C'est vraiment un chemin incroyable. Et alors, est-ce qu'on est loin en père là? Eh bien non, parce qu'on continue à jouer avec le courant et le magnétisme, sauf qu'on a compris depuis que c'est pas seulement un courant électro, le charme, c'est un courant de boussole. Voilà. Alors,